Bonjour, je vais donc vous présenter cette partie sur la résistance au fluage des matériaux élaborés par fabrication additive. Cette présentation a été préparée par Dominique Poquillon et moi-même, Bernard Viguier, du CIRIMAT de Toulouse. La présentation s'articule autour de trois parties. D'abord, quelques petits rappels sur le fluage, puis des exemples de matériaux obtenus par fabrication additive, qui nous permettront d'illustrer les liens qu'il y a entre le comportement en fluage de ces matériaux et des éléments de microstructure ou de macrostructure dérivés des procédés de fabrication. Et enfin, un petit focus sur le fluage par emboutissage ou small punch testing et l'intérêt qu'on peut y avoir sur les matériaux de fabrication additive. La première partie, donc, sur quelques rappels sur le fluage avec la définition, les essais de fluage et les mécanismes de déformation. Commençons donc par rappeler une définition du fluage correspondant à une déformation lente et permanente d'un matériau soumis à une contrainte mécanique pendant une durée suffisante. Ça peut sembler une définition un petit peu vague, mais cette définition a le mérite de souligner un point très important, c'est que le fluage n'est pas un mécanisme de déformation, comme on peut l'entendre trop souvent. Le fluage correspond davantage à un type de sollicitation mécanique durant laquelle on a une contrainte mécanique qui est appliquée durant une durée suffisante, une contrainte mécanique qui varie relativement peu au cours du temps. Et il s'agit de mesurer la déformation et la vitesse de déformation au cours de l'application de cette contrainte. Comme ici, un tuyau de plomb qui a flué sous son propre poids. La déformation qui en résulte est donc une déformation permanente, irréversible, qui est relativement lente avec des vitesses de déformation allant de 10-10 à 10-5 par seconde, typiquement. C'est une déformation qui dépend du temps. Et c'est une déformation qui devient significative la plupart du temps pour des températures relativement élevées, avec ici l'illustration d'un glacier pour des températures élevées, puisqu'il s'agit bien sûr de températures relatives. L'essai de fluage de façon classique est un essai de fluage uniaxial réalisé en traction, idéalement sous contrainte constante. Dans la réalité, c'est bien plus souvent sous force constante. Ces essais sont réalisés dans des machines d'essai classiques, des machines de traction électromécanique ou servo-hydraulique, ou bien dans des dispositifs plus spécifiques, comme des bâtis de fluage, comme celui qui est représenté ici, qui est un bâti du CIRIMAT. Vous avez une ligne de traction ici, l'éprouvette qui est à l'intérieur du four, et la charge qui est réalisée par un mécanisme via un levier, par une charge morte, donc ici simplement des poids qui sont suspendus ici et qui exercent leur charge sur le matériau. L'échantillon est donc à l'intérieur du four, puisqu'on réalise les essais de fluage à haute température, voire à très haute température. On peut aller au-delà de 1000 degrés Celsius pour des superalliages monocristallins, par exemple. Et un point critique consiste à la mesure du déplacement et donc le calcul de la déformation à ces hautes températures. Cette mesure doit être donc le plus précis possible, compte tenu des très faibles vitesses de déformation, et stable, puisque les essais de fluage peuvent être de très longue, voire très longue durée, jusqu'à plusieurs semaines, plusieurs mois. Les éprouvettes utilisées sont des éprouvettes similaires aux éprouvettes classiquement utilisées en traction. Ce sont des éprouvettes cylindriques ou plates, avec une section utile, avec une longueur utile de section uniforme. Et on va essayer de privilégier une grande longueur pour ces éprouvettes de façon à optimiser la précision des mesures. Enfin, tout ça est consigné dans une norme sur les essais de fluage uniaxial en traction que vous avez ici. La mise en œuvre d'un essai de fluage commence par le chargement, en principe le chargement thermique, donc il s'agit d'augmenter la température jusqu'au palier nominal, les essais étant réalisés classiquement en conditions isothermes, puis le chargement mécanique où on va monter progressivement, assez rapidement, la charge jusqu'à une valeur nominale et une valeur de force ou de contrainte constante. On aura donc, si on suit la déformation au cours du temps, tout d'abord un palier de dilatation thermique, puis une déformation élastique, et la déformation de fluage ne commence à proprement parler que lorsqu'on a atteint le palier de chargement mécanique.
On enregistre donc cette déformation jusqu'à la rupture pour laquelle la force tombe à zéro et pour laquelle il convient d'arrêter rapidement la température afin de préserver l'échantillon et en particulier le faciès de rupture. On peut présenter cette courbe de fluage donc avec la déformation en fonction du temps ou bien par la dérivée, la vitesse de déformation en fonction du temps qui est ici. Et on note classiquement trois stades de déformation. Le stade primaire au cours duquel la vitesse de déformation diminue, un stade secondaire ou de steady state, un état stationnaire dynamique donc, dans lequel on a idéalement une vitesse de déformation constante et qui constitue la durée, la plus grande durée du fluage, et puis un stade tertiaire au cours duquel on a une augmentation de la vitesse de déformation et qui correspond en général à un endommagement de l'éprouvette, soit par striction, soit par cavitation ou autre type de mécanisme. On peut représenter aussi la vitesse de déformation, ces trois stades, en fonction de la déformation de fluage. Alors, la présentation de ces trois stades de fluage, primaire, secondaire et tertiaire, est un petit peu scolaire et dans la réalité, on n'a pas toujours des stades aussi bien définis. En particulier, on a bien souvent un stade secondaire qui n'est pas aussi bien marqué que ce que l'on a avec une vitesse de déformation stationnaire sur une grande plage de temps. On a plutôt un minimum de vitesse de déformation. On peut trouver aussi d'autres phénomènes comme le fluage épuisement plutôt sur les essais à basse température ou des primaires inversées ou d'autres types de comportements. Au cours du fluage, différents types de mécanismes de déformation peuvent intervenir en fonction des conditions de contrainte et de température, à commencer par des mécanismes basés sur l'activation des dislocations, soit simplement sur du glissement simple des dislocations, sur des mécanismes complètement analogues à ce que l'on trouve classiquement en plasticité, ou bien du glissement assisté par la montée ou de la montée pure. Des mécanismes aussi de glissement au joint de grain sont souvent invoqués, soit comme mécanisme primaire de déformation ou bien associés en d'autres mécanismes pour assurer les compatibilités. Et enfin, plus spécifique peut-être au fluage, des mécanismes de diffusion pure où la déformation plastique est directement pilotée par le transport de matière par diffusion, que ce soit en volume, comme dans le cadre du fluage naboroidien, ou diffusion sur les joints de grain, le cas du fluage COBOL. Pour discriminer parmi tous ces mécanismes qui sont susceptibles d'être activés en fluage, on va mesurer les vitesses minimales ou la vitesse de stade secondaire au fluage, conformément au petit schéma que j'ai montré tout à l'heure, et représenter cette vitesse minimale en fonction de la contrainte et de la température, donc en définissant deux paramètres, l'exposant de fluage et l'énergie d'activation Q. Ces deux paramètres-là vont caractériser les mécanismes en jeu et vont permettre très souvent d'identifier les mécanismes, ou en tout cas de nous guider vers l'identification des mécanismes. Alors abordons la deuxième partie qui concerne donc le comportement en fluage de matériaux élaborés par fabrication additive, avec tout d'abord une étude portant sur un superalliage base nickel, l'Inconel 625, dans lequel des essais de fluage ont été réalisés sur des matériaux forgés et sur des matériaux obtenus par fabrication additive. Si on regarde les vitesses de déformation en fonction de la contrainte, on voit que pour les deux températures testées, quel que soit le mode, le procédé d'élaboration, on a sensiblement les mêmes mécanismes de déformation. Par contre, si on s'intéresse à la ductilité et à la déformation en rupture des matériaux, eh bien on s'aperçoit que le matériau obtenu en fabrication additive, le matériau brut, présente des ductilités très très faibles qui ont été imputées à la présence de la porosité liée au procédé de fabrication. Et en effet, si on réalise des traitements de hipping, la ductilité augmente fortement et se rapproche du matériau forgé. Alors effectivement, on retrouve des choses similaires sur l'alliage 718 avec un effet
de la macrostructure, donc des microstructures, des traces de fabrication, hein, soit dans le plan qui contient la direction de fabrication, Building Direction, ici, ou soit dans le plan perpendiculaire à la direction de fabrication. On voit bien, hein, dans chaque cas, les bains de fusion qui sont dans le plan ou qui sont perpendiculaires au plan ici, et le contraste très très fort qu'il y a dans les fonds de baignoire, hein, de ces bains de fusion, indiquant une ségrégation chimique et des traces de ségrégation aussi. Donc on voit qu'on a une très forte anisotropie à 650 degrés, 500 MPa, 550 MPa, très forte anisotropie du comportement entre une éprouvette verticale, donc avec l'axe de traction selon la direction de fabrication, ou horizontale, comme ceci, et que ces comportements sont avec toujours des faibles déformations et toujours très très faibles devant le matériau coulé forgé. Alors avec des traitements thermiques, on arrive à modifier le comportement, mais on reste quand même en deçà du matériau forgé en termes de ductilité et même en termes de vitesse ici. Sur une autre étude réalisée à des contraintes plus élevées, sur des températures similaires, on a dans ces domaines-là plutôt un effet de la microstructure, puisqu'on est plutôt dans des domaines de fluage-dislocation. Et dans ces cas-là, si on compare le coulé forgé à du fabrication additive, donc du fusion laser, eh bien on voit qu'on a des microstructures à l'échelle du grain ou dans le grain qui sont très très différentes, avec des grains beaucoup plus fins pour le forger, mais par contre à l'intérieur du grain, une microstructure bien plus fine pour le FABAD, avec la présence de cellules très 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 fines. Donc dans ce cas-là, par contre, on a très peu d'effet d'anisotropie, hein, très peu d'effet de la direction de sollicitation par rapport à la direction de fabrication. Et sur ces matériaux-là, sur ces mêmes matériaux, si l'on fait des traitements thermiques, on va avoir un effet assez fort de ces traitements thermiques, mais en particulier en comparant le matériau au coulé forgé, eh bien on voit que le matériau de fabrication additive, en termes de vitesse de déformation, est bien plus résistant. Vous voyez, vous avez quasiment 2 ordres de grandeur pour le matériau optimisé avec un traitement thermique de mise en solution à 1000 degrés Celsius. Donc 2 ordres de grandeur plus lents que le matériau forgé. Donc on a vraiment un matériau de fabrication additive qui est bien plus résistant ici au fluage. Toujours dans les superalliages base nickel, un exemple de superalliage monocristallin, le CMSX4, donc qui est ici comparé à des échantillons coulés, hein, puisque c'est un monocristal. Eh bien, on voit qu'on peut avoir aussi un comportement en fluage qui est bien meilleur après traitement thermique, c'est la courbe en vert, que le matériau qui est obtenu par coulage à Bridgman, méthode de Bridgman classique. Okay. Alors ça, c'est lié à une homogénéisation qui est faite, hein, après la fabrication. C'était la courbe rouge brute de fabrication jusqu'à la courbe verte après traitement thermique. Mais l'intérêt, c'est que du fait qu'on a une microstructure qui est beaucoup plus fine en fabrication additive, à l'échelle des dendrites, eh bien, le traitement d'homogénéisation est beaucoup plus rapide après ce procédé que pour un monocristal coulé, hein, 1 heure contre 6 heures à 1300 degrés. Un autre type de matériau et un autre exemple de comportement, c'est sur des alliages aluminium-silicium, où on a donc du fluage à 300 degrés, 100 MPa, donc on est quand même dans des domaines pour le matériau relativement forte contrainte, et donc on devrait être, d'après des cartes d'HB, dans des domaines de fluage dislocation. On retrouve bien ça sur le matériau de fabrication additive en termes d'énergie d'activation. Hein, on trouve bien des choses qui sont correctes, qui sont les bons ordres de grandeur. Mais par contre, en termes d'exposant de contrainte, on a un exposant de contrainte de 25 qui paraît trop fort, bien
assez important par rapport à un mécanisme de montée des dislocations. Et en fait, si on regarde la microstructure, donc si on regarde la microstructure de ce matériau au cours de l'essai de fluage, eh bien on s'aperçoit que la mise en cellule qui était au départ euh, présente dans le matériau à l'issue de la fabrication additive, cette structure cellulaire qui est liée à une croissance donc dendritique enfin une solidification dendritique à une échelle très très fine, va être déstabilisée pendant le fluage à haute température. Et de cette déstabilisation, on revient avec une microstructure, avec une précipitation de particules de silicium très très fines et réparties de façon très homogène. Vous voyez l'échelle ici, hein, c'est un micron à l'intérieur du matériau. Et donc le comportement est davantage le comportement d'un composite à matrice métallique plutôt que le comportement d'un alliage de silicium. Et effectivement, les très forts exposants de contrainte de 25 que l'on a trouvé précédemment sont des exposants que l'on trouve classiquement sur des composites. Dernier aspect, donc je voudrais aborder le fluage par emboutissage, donc une technique de fluage qui consiste à réaliser des essais qu'on appelle en punch test, donc par emboutissage sur des disques de matière, un disque de matière de 10 mm de diamètre, typiquement sur 0,5 mm d'épaisseur, et qui sont déformés par emboutissage à l'aide d'une bille. Donc vous avez ici un exemple après déformation de fluage dans un alliage de titane qui a été réalisé au Cérimat. Une manip qui est réalisée à 500 degrés avec une charge de 400 newtons, donc l'équivalent de 530 mégapascales sur le point d'inflexion ici. Donc on peut mesurer un déplacement, en déduire une déformation locale et une vitesse de déformation qu'on pourra raccrocher à des valeurs de déformation et de vitesse de déformation. C'est ce qui a été fait ici en comparant des essais de fluage que nous avions fait sur un matériau forgé, donc de structure du TA6V toujours, hein, de structure alpha plus bêta, avec des essais de déformation fluage uniaxiale, et le matériau obtenu en fabrication additive, fusion laser, qui est testé en punch test, et on voit qu'on raccorde relativement bien les courbes avec des comportements assez similaires. L'intérêt de ce type de test, c'est qu'on va pouvoir réaliser ça sur des éprouvettes très très simples, des disques de 10 mm de diamètre, qui pourront être prélevés de façon différente en fonction de l'orientation par rapport à l'axe de sollicitation. Et on voit qu'on peut utiliser ça pour étudier les effets d'anisotropie, hein, donc un échantillon X ici dans le sens qui contient le sens de fabrication. Et donc vous voyez que vous avez ici quelque chose, une fissuration qui est très anisotrope. Et dans le sens du plan de fabrication, vous avez une rupture ici qui est assez différente. Et dans le comportement aussi, les échantillons X, donc qui contiennent la direction de fabrication, sont plus résistants avec des durées de vie en fluage plus importantes que les échantillons Z qui sont dans ce plan-là. Simplement lié au fait que les parois entre les bains de fusion sont des zones de rupture préférentielle pendant les essais de fluage. Un autre type d'essai sur un alliage 247, sur un super alliage 247, avec de nouveau des essais illustrant l'anisotropie du comportement, hein, en fonction de l'orientation de prélèvement. Et sur cet alliage-là, on peut aussi construire des graphiques de type prévision de durée de vie, comme ici, une relation de Mondman-Grant qui a été adaptée à l'essai de punch test pour prévoir la durée de vie en fonction de la vitesse de déformation dans le stade secondaire. Donc, en guise de conclusion, je dirais que les matériaux obtenus par fabrication additive
peuvent présenter des comportements des comportements en fluage et des propriétés de résistance au fluage qui peuvent être équivalentes, voire meilleures que celles des matériaux de procédés traditionnels, hein, en particulier par rapport à la coulée, pas de souci. Il faut faire attention toutefois à différents effets, pardon, et en particulier au fait que les mécanismes de fluage peuvent être très différents suivant la gamme de température et de contraintes dans laquelle on travaille. On garde en général des effets liés à la macrostructure de fabrication, hein, une anisotropie par rapport à la direction de fabrication, la présence de grains grossiers, de porosité. Les essais ont souligné l'importance des traitements thermiques et des traitements de compaction isostatique post-fabrication, comme ça a été souligné dans des cours précédents. Et il faut aussi prendre garde au fait qu'on est sur des microstructures en fabrication additive qui sont souvent des microstructures métastables et qui sont susceptibles d'évoluer au cours des essais de fluage. Et enfin, les essais de punch test qui permettent de faire des études en fluage sont intéressants dans ce cadre-là parce que donc on peut avoir des éprouvettes de petite taille, donc mettant en jeu peu de matière et surtout permettant de localiser les prélèvements, par exemple dans des parties fines, dans des parties plus massives, avec une mise en œuvre assez simple et une comparaison assez directe avec le fluage uniaxial. Bien, je vous remercie pour votre attention.